Oui. Mais bon, je pense que quand mon livre, le second livre, quand même sur le livre Le Trésor de Kiel, quand je vais publier des petites vidéos que j'ai des marques qui ont été découvertes, et il y en a beaucoup d'autres. Tu m'as montré quelques photos, oui, mais tu sais c'est vrai que c'est fou quand même. impressionnant, c'est fou, oui, c'est vrai que parce que en 300 ans, donne-moi voir des gens qui ont découvert des marques du Captain Kidd. Eh oui, en plus, ça ressemble à quoi? J'en ai pas vu. Non, mais en plus, je crois que tu as l'avis d'une spécialiste de l'écriture qui t'a confirmé les choses. J'ai eu plusieurs avis de spécialistes, mais problème, maintenant, ils ne veulent pas être cités dans mon livre. Ah ouais, c'est dommage. Ils ne veulent pas que je publie le rapport. Il y en a un autre que j'ai contacté, celui-là, je vais le payer, mais il me dit, Monsieur Fajoli, je fais mon travail de ce que je peux dire sur les marques, tout ça, mais je ne veux pas être cité non plus, parce qu'ils ont des déontologies, c'est des experts, graphologues, qui travaillent beaucoup pour des cours d'appel, de trucs, tout ça, donc ils veulent, moi je ne vais pas payer encore maintenant, un autre rapport pour ne pas le publier, même si je ne mets pas, tu comprends, mais bon, ça a été authentifié, c'est bien un W et c'est bien un K. Oui, c'est WK. Avec les initiales. La signature en dessous, comme faisait qui? Il faisait un trait barré en dessous de son K. Et là, la marque sur le rocher, le K est taillé comme ça. Il y a un biaisé en dessous du K. Donc, oui, c'est assez significatif. C'est significatif et il y a d'autres marques que je ne publierai pas parce qu'elles sont là, c'est encore plus bluffant avec. Ouais, d'accord. Bon. Et il a été très intelligent qui, même avec des marques comme il a fait là, si vous n'aviez pas tout, c'est compliqué d'aller à. Non, puis en plus, tu penses logiquement, d'appartement, son immense trésor dont il a parlé, avant d'être pendu, il disait, mais je vous le donne mon trésor, mais vous me laissez la vie sauve. Et les Anglais ont été un peu stupides. Oui, il avait dit, la vie sauve, même qu'il soit sur un bateau, il a échangé dans mon livre, tu verras, il a quand même, et pour moi, c'est la vérité. Par contre, contre ce trésor, il voulait la vie sauve et c'est pouvoir partir en bateau. Et puis les Anglais, stupidement, n'ont pas cédé, l'ont pendu, et puis le trésor n'a jamais été trouvé. Il y avait l'appui des instances du gouvernement indien qu'il fallait avoir la tête de qui pour la tâche du fameux parce qu'il avait attaqué le gros bateau de Médage Merchant qui avait un énorme trésor, le plus gros quand même. Oui, énorme. C'est lui qui n'a jamais été retrouvé d'ailleurs. C'est bien celui-là qui n'a jamais été retrouvé. Mais tu penses qu'il était divisé? D'après tes idées, il a été divisé sur plusieurs îles. On ne parle pas que du île, le trésor. Il a joué au petit poussé. Probablement. Mais incroyable qu'il a quand même. C'est vraiment incroyable, parce que maintenant je suis baigné dedans depuis 5 ans. Oui, c'est au mois de novembre, cette année, ça fera 5 ans. Il a été très très intelligent. Mais il a été même plus intelligent que le duc d'Enghien par rapport à la manière qu'il a caché son trésor. Lui, le duc d'Enghien, c'était 400 kilos. 2 gros coffres, je te dis, c'était 17 lingots de 3 kilos, 20 000 pièces d'or, fleurs de coin, imagine-toi voir, de l'époque. Et il y avait des sacs d'or et des joyaux provenant du premier prince de Condé, 400 kilos. Bon, pour qui c'est un truc plus gros. Oui. Plus gros, mais il a joué au petit poussé et tu verras, il a commencé par le golfe de Thaïlande. Voilà, ce qu'on peut dire pour l'instant. Oui. Et des choses. Voilà, et il a quand même terminé le plus gros. Il est là-bas, mais il a terminé quand même par l'île de Galière, près de New York, où il a donné un appât. Il a donné. Il y a des choses qui ont été historiquement qui ont été trouvées ou qui ont été déclarées. Il a donné, il a caché là, et voilà, qui a été gardé par le maître galineur de l'île. Oui. Ça, ça existe. C'est historique. Et il en a donné quelques
quelques petits coffres quand même à sa fin. En venant, ah oui. Bon, puis il y avait son équipage. Bon, son équipage, il a eu le droit à sa part aussi. Et son équipage, je pense que tu verras dans mon livre, l'équipage les plus proches de qui ont choisi de cacher également leur petit truc. Et tu verras dans mon livre comment c'est les mots coffre, quel a été le mot code pour qui, pour dire coffre. Il y a des gens sur mon blog le verront et ils comprendront. Hein, comme l'île qu'il a appelée des cartes que Palmer a trouvées, l'île aux 20 turtles. Oui, les 20 tortues, oui. Oh, 20 tortues, cherchez pourquoi 20 tortues, il a compté les tortues, faut pas rêver, tout. Ouais. Oui, bah c'est bon, l'île 20 coffres, éventuellement, ou l'île, bon. 20 îles aussi, vous verrez, 24, vous pourrez voir, mais c'est très intéressant là-dessus. Oui, tout à fait, oui. C'est codé, hein. Bon, comme beaucoup de trésors cachés, il y a un code derrière.
Et qu'est-ce que tu penses de Hawk Island, Island? Hawk Island, oui, parce qu'il y a ici. Ouais. Ben moi, ils cherchent toujours. Ils cherchent toujours, mais moi, j'avais dit déjà dans une interview que j'ai fait quand j'ai été présenté mon livre sur le duc d'Enghien dans un site près de Rennes-le-Château, là, près des sources. J'étais invité là, et ils m'ont posé la question aussi. Moi, il n'y a pas sur mon blog de thème pour Hawk Island comme pour Gisors. Moi, je ne détecte plus rien là-haut. Pour moi, l'histoire des jeunes qui ont commencé le trou, et pour moi, ils ont quand même découvert 1, 2, voire même, comme ils disent, 3 coffres là-haut. Et il y en a d'autres trésors qui ont dû être découverts depuis, par les paysans qui ont cultivé. Mais moi, je détecte plus rien là-haut. Donc, je vois que, bon, il y a beaucoup de choses avec les séries, ils en sont à la série 8. Je pense que j'ai vu jusqu'à la saison 7. Tu peux voir qu'est-ce qu'ils ont découvert, ils ont des gros moyens. Oui, bah, c'est dommage que c'est des millionnaires. L'île leur appartient. L'île leur appartient. Que les moyens là ne soient pas utilisés ailleurs. Pour mes projets que j'ai en France. Ah oui. Hein? Tu comprends? Parce qu'il y a des chaînes de télévision derrière eux, ils ont fait des trucs incroyables. La différence, c'est que l'île leur appartient, quoi. Oui, donc c'est pour ça qu'ils sont obligés, ils sont un peu coincés sur leur île. Vu qu'elle leur appartient, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais, mais bon. Bon, ils ont découvert des trucs apparemment qui datent de vieux, parce que bon, cette croix en plomb, peut-être qui est templier. Bon, il y a quand même un mystère. Il y a quand même un mystère, il y a quand même un mystère derrière, parce que on s'imaginait pas qu'est-ce que ça vient faire là. Oui, non, mais il y a eu beaucoup de travaux là-haut, sur l'île. Ah oui, bah ça c'est énorme. Bah, c'est un gruyère à force. D'ailleurs, ce qui m'étonne, c'est que tout s'effondre pas, alors que l'île, elle s'enfonce pas sous l'eau à force. Et tu t'imagines pas sur les 7 séries, j'ai vu, ils ont quand même, honnêtement, utilisé toutes les technologies possibles, satellites, tout ce que tu veux, avec dynamite, avec truc pour le sol, tout ça. Et pour moi, le seul truc qui leur a manqué, c'est l'utilisation d'un homme un genre comme moi. Oui, un sourcier. Je n'ai jamais vu dans leur utiliser pour dire voilà, il y a quelque chose à tel endroit. On va regarder à tel endroit. C'est vrai qu'ils ont peut-être pas ça au Canada. Non, mais je dis, il y en a. Il y en a certainement, parce que c'est une question de don, moi, c'est un don. Oui, mais Thierry Jamard a bien le sien, je crois. Bon, oui. En quel terme il en a un aussi qui utilise des baguettes au Machu Picchu. Oui. Il a bien localisé. Ah, bah, c'est un ingénieur français. Voilà. Ils ont utilisé une technique. À Machu Picchu. Il a quand même un ami à lui qui utilise des baguettes, tu vois. C'est vrai, c'est plus ou moins. Ils ont eu des problèmes aussi avec Ils ont eu des problèmes aussi, ma sale. Bah, Machu Picchu, bah oui, ils ont eu des problèmes parce que les archéologues locaux, les archéologues qui s'occupent, péruviens, qui s'occupent du Machu Picchu, ils ont dit, bah attendez, qu'est-ce qu'ils viennent faire les étrangers là? C'est notre domaine. Vous êtes chez nous. Donc en fait, non, ils ont eu des gros problèmes, même avec la justice. Oui, mais pareil qu'ils allaient déblayer. Bah, ils ont déblayé, mais après. Ils ont déblayé parce que le site a été fermé pendant 2-3 mois. Ils ont fait des choses, on ne sait pas. Ah, il y a eu des choses quand même au niveau de la porte qui est ouvrée là. Parce que moi, il y avait 2 galeries quand même. Oui, non, mais ils ont trouvé, bon, apparemment, ils ont détecté quelque chose, mais ils les ont virés. Et ils ont dit, les Français, vous n'avez rien à faire chez nous. C'est notre domaine, c'est notre métier, on est archéologue pour Machu Picchu. Qu'est-ce que vous venez découvrir des choses? Il n'y a rien. Ils ont dit, il n'y a rien, c'est des conneries. Mais 1 an après, ils ont été voir nous fouiller, discrètement. Et ça s'est pas su, on ne sait pas ce qu'ils ont trouvé en fait. Mais c'est pour eux. C'est ça le problème, c'est le problème avec ces pays-là. C'est que si un étranger arrive, bah non.
C'est pas à lui de découvrir. Il n'a pas le droit de découvrir. Il n'a même pas le droit de découvrir quelque chose. Non, voilà. Il n'a pas le droit. J'ai un endroit au Machu Picchu où j'aimerais aller vérifier. Ah bah c'est vrai, mais... J'irai quand même vérifier pour voir s'il y a bien un endroit où il y a un touriste, tu pourras. Oui. En touriste, tu pourras. Oui, voilà, en touriste. Oui, en touriste, tu pourras. Mais le problème, c'est qu'officiellement, tu ne pourras pas. Parce qu'ils te refuseront. Ouais. Donc, je garde ça sous la main, tu vois. Bah oui. Et le problème, c'est que si tu en parles, eux, ils iront voir, mais sans te le dire. Et sans le dire à personne, d'ailleurs. Parce que malheureusement, tous ces pays sont... le Pérou, c'est un des pays les plus corrompus au monde. C'est un État, tous les gouvernements, les uns après les autres, se retrouvent en tôle. Tous les présidents. Tous. Si tu regardes, les 30 ou 40 dernières années, tous les présidents ont eu des problèmes avec la justice. Tous, pour corruption. Tous. C'est du 100%. Je connais pas, je n'ai pas suivi là-dessus. Ah oui, tu regardes l'actualité, ça suffit, tu verras que c'est un des pays les plus corrompus au monde, le Pérou. Ah oui. Tu sais, il y a 10 000 pièces archéologiques qui quittent le Pérou chaque année. 10 000. Discrètement, qui sont revendus au marché noir. Que tu retrouves dans des musées, dans des collectionneurs privés, japonais, français, américains. 10 000 par an qui disparaissent. Et c'est avec la complicité de qui? Mais c'est avec la complicité des fonctionnaires, en fait. De la douane, du ministère de la Culture, des archéologues probablement également, certains. On m'a proposé de travailler pour quelques sites au Pérou, donc... Oui, mais... dedans, t'en as qui sont très honnêtes. Probablement, t'as des archéologues ou des mecs qui veulent vraiment trouver et chercher. Le problème, c'est que derrière, t'as le ministère de la Culture qui chapeaute tout ça et qui... c'est pour nous. Et t'as des pièces, ils le disent, même à Ica, partout. Et les mecs locaux, ils te disent, attends, ils refusent d'ouvrir un musée. Ils refusaient d'ouvrir un musée à Ica parce qu'ils disaient, non, l'intérêt touristique est trop limité, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien. Mais ils disent, il n'y a rien, mais attendez, forcément, ça disparaît. Vous découvrez quelque chose, ça disparaît. Vous mettez ça dans des caisses et hop là, c'est par à Lima. Et donc, il n'y a rien, effectivement, parce que tout est à Lima. tu vois le principe? C'est un pays, c'est des pays, c'est certainement pas le seul d'ailleurs. Non, tu vois, et en parlant de Lima, tu connais l'histoire de l'île Coco quand même. Hein. Oui. J'ai travaillé dessus quand même. Tu en as parlé aussi, c'est vrai. Ça va faire paire d'années. J'ai discuté avec des scientifiques qui ont fait un film aussi là-dessus. Pour moi, j'aimerais un jour aller là-haut, quand même, sur l'île Coco, quand même. Hein. Oui. On parle de la grotte ou le trésor de William Thompson. Est-ce que c'est vrai? L'île Coco, c'était quand même la réserve, une île pour beaucoup de pirates. Oui, c'était l'île aux pirates. C'est l'île aux pirates, c'est l'île Stevenson, c'est l'île aussi dans le film Jurassic Park. C'est vraiment impressionnante. Et bon, où il pleut, apparemment 10 mois dans l'année. Donc, c'est un peu humide. C'est assez humide, oui. J'aimerais quand même aller là-haut un jour et voir par triangulation avec le doseur faire le tour de l'île en bateau et avoir une triangulation et reporter ça sur le plan pour voir par rapport à l'emplacement. Pour moi, j'ai peut-être localisé une grotte. D'accord, oui, une cavité, oui. Une cavité où il y a peut-être encore quelque chose sur cette île. Donc, tout est possible. Affaire à suivre. Je ne suis pas encore très vieux, mais bon, les années passent. Le problème, c'est que le temps passe, comme on dit. Et puis, il y a peut-être d'autres personnes qui utiliseront mes projets que j'ai. Je ne pourrais pas tous les faire. L'île au trésor, je pense que j'aimerais le faire avec d'autres personnes. Mais bon, c'est la Thaïlande, c'est un peu... C'est pas à côté non plus. Hein. C'est pas à côté non plus, c'est un peu compliqué aussi. T'as des lois du gouvernement. Des lois du gouvernement, il y a les militaires. C'est un peu compliqué, donc je sais pas. T'as des îles privées aussi, t'as des îles qui appartiennent à des entreprises ou à des particuliers aussi, donc c'est pas simple. C'est pas simple non plus, donc je vais encore me contenter un peu la France, la tête, et peut-être l'Angleterre, hein, parce que tu sais que le confinement m'a permis de travailler sur à peu près 200 châteaux, je te l'ai dit, et j'en ai retenu 5, tu vois, 5, voire peut-être 10, donc ça fait du 5%.
Oui, il y aurait quelque chose. C'est déjà pas mal. Donc, il y en a deux sur les 200 que j'ai travaillé. Il y aurait deux belles histoires de châteaux en Angleterre avec des cathédrales reliées entre elles et également, tu vois, avec le château et également voilà. As-tu retrouvé le château d'Arthur? Château d'Arthur, j'ai pas trop travaillé dessus. J'ai lu ça aussi dans Chasseurs de légendes aussi. J'ai localisé, je pense qu'il y a un endroit où c'est bien le château d'Arthur, apparemment. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal d'indices à un endroit. Il y a pas mal d'indices à un endroit. Il y a une zone, tu vois, donc j'ai pas mal. Par contre, il y a un pays que j'aimerais aller aussi. C'est un peu moins loin, c'est quand même la Grèce. La Grèce où... Ah ben bon, la Grèce, c'est pareil, c'est riche historiquement, c'est un peu comme l'Égypte. Historiquement, c'est un peu comme l'Égypte, tu en trouves partout, quoi. Voilà, mais je remercie quand même à l'époque l'ambassade de Grèce qui m'a reçu. Ce que je déplore par rapport à l'ambassade de Thaïlande, qui m'ont jamais ouvert les portes. J'ai jamais réussi à avoir un entretien avec la Thaïlande pour parler de mes travaux. Oui, non, mais... Autant l'Égypte ouvert, la Grèce était ouverte à l'époque, m'ont dit qu'il faudrait que j'aille rencontrer les personnels là-haut, mais que je fasse ça de mes propres moyens. Pendant encore les vacances, c'est plus des vacances pour ma femme et mon fils, donc j'empiète sur mes vacances à moi, mes trucs, pour aller montrer et rencontrer les gens, pour travailler et pour montrer, pour parler d'une belle légende aussi, qu'un milliardaire recherche. J'aimerais bien le rencontrer, ce milliardaire qui fait des recherches en Grèce, s'appelle Dimas, je crois, qui fait des recherches là-haut, gréco-australien, je crois, pour chercher la grotte qui recherche, lui, d'Ali Pacha. Ali Pacha, l'Empire ottoman, qui est décédé en 1822. Et qui, d'après moi, il existe bien un endroit en Grèce où il y a une petite grotte. Ouais, il y a peut-être quelque chose aussi. Et qui sera intéressante à découvrir. On verra, ça sera encore peut-être une escapade. Bon, c'est vrai que c'est un peu moins loin, c'est plus agréable que d'autres pays. Bon, le problème, c'est que l'Angleterre, j'aime bien, mais tu vois, je parle pas anglais. Ouais, donc, ça te bloque un peu. Bah, bon. Voilà, bon, la Grèce, je parle pas ni anglais non plus. Ni le grec, oui, bon. Non. Donc, tu vois, c'est pas ça. Il faut un interprète. Il faut un interprète à chaque fois, oui, c'est vrai. À chaque fois, il faut payer les moyens, et là je travaille, je ne peux pas me permettre, là, j'espère à 60 ans, longue carrière, partir prendre ma retraite, et bon, c'est pas... Pouvoir en profiter un peu, profiter avant, et une découverte avant de quelque chose d'important, qui peut être monnayé, et qui peut être après, avoir des rentrées au moins vraiment substantielles, pour pouvoir faire d'autres projets après. Pouvoir faire des recherches plus poussées. Maintenant, tu peux essayer de te rapprocher auprès de ce milliardaire, effectivement, qui lui a les moyens. Voilà, oui. Mais bon, avec le Covid-19, ils sont milliardaires, moins 30%, moins, je sais pas. Ah oui, ils ont perdu de l'argent aussi. Bah, oui, ils ont perdu de l'argent, donc voilà. Je sais bien, je sais bien. Déjà, chacun ses problèmes. Non, mais tu vois, donc... il n'en faut pas 50 les milliardaires, il en faut 4, tu vois, pour des projets. Ah oui. Ça c'est sûr. Peut-être un jour, j'espère. Après, c'est le destin un petit peu, et puis bon, le hasard parfois qui fera peut-être bien les choses. Hein, parce que, le hasard. Parce que ça rentre beaucoup en jeu dans cette histoire de trésor, souvent c'est le hasard et la recherche. Les deux liés en fait, parce que c'est souvent comme ça qu'ils font les découvertes en fait. Une part de hasard, une part de coïncidence, et puis une part de recherche, d'archivage, de confirmation. Voilà, mais comme une petite parenthèse, le trésor du duc d'Enghien, s'il est découvert, le problème, c'est pas une découverte entre guillemets après fortuite, c'est une recherche. Oui. Après, on va dire qui c'est le véritable propriétaire. Duc d'Enghien, c'est quand même des descendants des Bourbons. Oui. Branche, voilà. La mère du duc d'Enghien était entre guillemets Orléans. Donc, il y a beaucoup de monde là-dessus. 200 ans après. Donc,
Ouh, Donc, si bien tu parles de la compliqué. Révolution française, tu avais même Voilà. le patron de la franc-maçonnerie française qui était un bonbon. Hein. Donc, il y a beaucoup Il de y a beaucoup monde de monde qui peut se mettre sur la liste, en fait. voilà, qui pourrait revendiquer Tout après à ce fait. trésor. Donc, le propriétaire, rien. Moi, rien. Bah, l'honneur, découvert. Mais bon, si c'est déclaré. Comment? Si tu déclares pas. T'es d'accord avec Bon, moi? bah, toi, tu as écrit un livre. Bon, ils peuvent pas non plus l'ignorer ni faire Ah, semblant qu'il n'existe pas. Toi, tu as fait ton boulot, tu as des traces écrites. Ils peuvent plus rien dire là-dessus. Bon. oui. Non, là-dessus, d'accord. Mais Là-dessus, après, maintenant, tu es le découvreur. On peut dire que tu es le et- découvreur officiel. Tu es le ouais, découvreur bah, sur le papier, quoi. Mais, oui, mais tu vas dire quelqu'un qui est propriétaire d'un terrain, que toi, tu es ah propriétaire oui, du château là, tu dis, Yves, c'est bien beau, oui, mais oui. mais on le déclare, qu'est-ce qu'on fait? Bah oui, ça c'est évident, c'est ce qui se passe un peu malheureusement partout, parce que je suis Bon, sûr qu'une c'est partie que des les trésors a trésors, été découverte. voilà. Il y a des choses qui ont été découvertes depuis le temps, hein, faut pas rêver. Hein, mais c'est vrai que ça a été gardé secret et que Et, certaines fortunes sont apparues bizarrement aussi. Si tu voilà, compares, voilà, voilà. tu dis, tiens, Oui, il origine un coup, et, lui. et si tu savais, Ah oui, on peut se douter d'où ça vient, c'est vrai. oui, mais si tu savais, même aujourd'hui, en France, tu as pas mal de trésors, de petits trésors qui sont Oui, découverts. bien Et sûr. qui ne seront pas déclarés, Non, et qui, seront bien pas sûr. et qui ne seront pas déclarés. Oui, Voilà. bah, je sais très bien. Hein. Je sais très bien. J'étais copain aussi avec un grand détecteur de métaux, un gars, un des meilleurs de France d'ailleurs, qui détectait. Mais oui, bien sûr qu'ils ont fait des découvertes. Il y a des petits trésors qui sont découverts régulièrement par les gens qui connaissent bien, qui savent très bien se servir des appareils des détecteurs de métaux, c'est évident. Ouais. Et bon, c'est vrai que la science ni personne n'en entend pas parler, parce que c'est familial. Ça reste dans la famille, malheureusement. Mais moi, je dis malheureusement parce que moi, c'est pas mon boulot, c'est jamais été une spécialité. Moi, je suis plutôt voilà, pour que les choses se sachent et puis que l'histoire se fasse et qu'elle disparaisse pas malheureusement pour des intérêts financiers. Je suis un peu utopique. Je suis un peu utopiste à ma manière. Mais bon. Ouais. Mais tu vois, donc j'ai énormément de projets après par la suite. Bon, après, c'est ça qui est le truc d'Anguin, voilà. J'en fais mon petit cheval de bataille, peut-être que pour ma c'est ce qui a fait retraite, ta renommée hein, aussi. j'envisagerais peut-être pour ma retraite ouais. d'aller chercher faire quelque chose pour aller le récupérer. De faire des choses. Voilà, donc c'est ta liberté après aussi. T'as le droit, vu tes antécédents, vu ton travail, vu tes recherches. Bon, moi je dis, bon, t'as un certain droit sur certaines choses. Oui, non, mais il n'y a pas de souci là-dessus. La reconnaissance, c'est peut-être un peu plus aussi, même de la part de l'État français d'ailleurs, parce que si des choses sont découvertes, c'est aussi en partie grâce à toi, et qu'il devrait y avoir une reconnaissance. Mais bon. Non, je suis entièrement d'accord avec toi, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas eu. Je ne parle pas d'une médaille en chocolat. Non, comme. C'est l'actualité en ce moment. C'est la oui, les médailles oui, en chocolat aussi. Mais par contre, ce que j'avais marqué dans un contrat que j'ai signé quand même avec le propriétaire pour l'histoire du trésor du duc d'Enghien, un contrat signé depuis 1998 quand même, c'est que la médaille du Saint-Esprit, j'ai le privilège de la garder pour moi comme récompense. Et voilà. Et c'est quand même incroyable. Et ça, j'en avais parlé au maire d'Ettenheim, où il habitait la Charlotte de Rouen, le cardinal de Rouen, et il m'a dit, c'est tout honneur pour vous, en cas de découverte du trésor que vous puissiez avoir un objet personnel. Et il y aurait deux autres objets que j'ai marqués en cas de découverte, et ça, je n'ai pas le droit, je te le dis, je l'ai mis dans le contrat, c'est que la médaille du Saint-Esprit, c'est un honneur pour moi, mais de la transmettre à ma famille plus tard. Voilà. Et la médaille de la croix de Saint-Louis reviennent au musée à Ettenheim, pour la ville d'Ettenheim. Et la croix de Malte, qui appartiennent au duc d'Enghien, qui doit y avoir certainement ses initiales derrière, reviennent au château de Chantilly, où était son château, le musée, château de Chantilly, qui appartient, bon voilà,
comment tu veux dire. Voilà, c'était un truc cheval de que bataille. tu voulais, voilà, que ça atterrisse là où la famille, ou finalement le possesseur original ne soit pas oublié non plus quoi, dans l'histoire. Si un jour, c'est honnête, c'est bien. Si un jour tu entends parler, il y a un cadeau qui a été fait au château de Chantilly, au musée à Étenailles, la ville d'Étenailles. Oui, c'est vrai que ça vient de toi. Quoi. Tu diras. Ah, bah Albert, il a réussi son coup. Tu vas poser des questions. Et je vais être sur. Écoute, non? Ah ouais, après, c'est autre chose. Et par contre, voilà, s'il y a des pièces d'or, que le propriétaire en profite, que tout le monde en profite, que les œuvres en profitent. Oui, mais bon, ça sera l'État qui en profitera le plus, comme tu le sais bien. Bon, ben voilà. Vu les lois françaises, c'est l'État qui en profite le plus. Bon, ça c'est clair. La loi, c'est que l'État en profite le plus. En fait. Oui, mais c'est quand même malheureux. Tu te rappelles de l'histoire du petit pot vase en Lorraine ici, avec 200 pièces en or. Écoute, cette histoire est malheureuse quand même. Hein. Oui. Et 2 retraités qui sont honnêtes. Voilà finir dans un petit air de repos. Hein, 15 cm près d'un arbre, 200 pièces en or. Oui, bah oui. Hein, mais je suis sûr que le fin fond de l'histoire après, 15 ans après, tu vois, la moitié qui est vendue, tout ça. Un est décédé d'une manière, ok, décédé, et il a eu droit à rien. Bah oui, il connaît rien du tout. Attaquer l'escroc. Ouais. Tu t'imagines qu'il a pris une pincette pour les enlever, les mettre là, et les déclarer après à la mairie. C'est le problème, c'est que les gens honnêtes, après, c'est eux qui ont des problèmes. Il a été spolié. Il a dû aller en appel, il a perdu en appel. Oui, bah oui, parce qu'il perd. C'est l'histoire, c'est le trésor de Bourg. Oui, mais je suis sûr c'est pour ça qu'il y en a plein de petits trésors qui disparaissent, parce que les gens, ils ont lu la presse, ils sont au courant de comment ça se passe. Regarde, le gars avec sa grotte, il a découvert une grotte préhistorique. Non, ça appartient pas. Tu es au courant que près de la Roche-sur-Lutré, j'ai été aussi là-haut, il y a eu un article. On en a parlé à un moment donné, effectivement, ça m'a montré l'article, effectivement, que tu as peut-être découvert, tu as confirmé, une énorme grotte dans ce coin-là. Il fait plus de 110 mètres par 39 mètres de large. Donc il serait le voyant principal. Oui, donc il serait aussi grosse que la fameuse grotte, qui serait l'équivalent, quoi. De Lascaux. Oui, que les grandes grottes historiques. Pour l'instant, elle est hermétique. Donc, voilà. Elle est introuvable par hasard, quoi. C'est déjà pas mal. Non. Par hasard, elle est introuvable. Mais par contre, j'ai localisé en contrebas un boyau qui descend comme ça sur X mètres, qui arrive à une autre salle, plus ou moins 20 mètres. Bah, c'est souvent le cas. Voilà. C'est vrai qu'il y a souvent des boyaux, il y a souvent des grottes. Boyaux. Voilà. Et pour te dire, le maire, maintenant, il est plus maire du village, parce que je pense qu'il a été maire de Vergisson, hein, et donc il a laissé sa place après 30 ans de service, donc il était présent avec moi, il a été scotché par les travaux que j'ai faits, avec les plans, tout, et le positionnement quasiment comme mon plan de l'emplacement de cette grotte. Bon, voilà, et on aimerait quand même aller plus loin. Là, faut creuser, faut trouver une entrée, voilà. La problème, il y a des travaux à faire. Donc, et là, le lendemain de l'article, on a été rappelé à l'ordre, moi et monsieur le maire, entre guillemets. Il ne fallait pas faire un article, si vous avez localisé une grotte comme ça, il ne savait pas si elle était ouverte, accessible, donc on n'avait pas donné trop de détails, mais c'était quand même, on savait que c'était un peu une zone où pouvait y avoir cette grotte, donc ils n'étaient pas contents, et qu'eux n'avaient pas été prévenus. Pourquoi ils étaient prévenus quand même, entre guillemets? Qui c'est? La DRAC? Qui ça qui... Oui, le responsable de la DRAC, l'archéologue. Voilà, on a eu un rappel. Ils sont bien gentils, mais 70% de leurs découvertes, ces archéologues, c'est grâce à des paysans, c'est grâce à des gens qui, d'ailleurs, c'est pas eux. Hein, et puis par contre, ils gueulent quand les gens en parlent. Ah bah oui, mais vous avez qu'à fouiller un peu plus, les gars. Dans ce cas-là, vous avez qu'à faire le boulot. Vous n'avez qu'à pas attendre que les gens découvrent des trucs.
Ah bon. Et donc là, j'ai été rappelé plus ou moins à l'ordre, le maire aussi, qu'il y avait des lois, il y avait ici, tout ça, donc je ne vais pas t'expliquer tout le texte de loi. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est que j'ai été aussi à la cathédrale d'Agen, quand ils ont commencé juste avant qu'ils fassent des travaux, comme je prenais mon TGV de retour, parce que j'ai travaillé aussi en Lot-et-Garonne, aussi pour un site, j'ai été aussi pour une commune. Pour un site, on m'a demandé de venir pour localiser s'il y avait des souterrains dans la commune, tout ça. Donc là, on a préféré, comme d'autres recherches, ne pas en parler, ce n'est pas publié, on n'en parle pas. Et donc, lors de mon retour, j'ai demandé l'autorisation d'aller dans la cathédrale d'Agen et j'ai localisé 2 cryptes inédites pour avoir les plans que j'ai fait, confirmés sur le terrain. Et incroyable, il y avait un des souterrains qui partait là où ils ont fait des travaux, justement, sur le parvis de la cathédrale d'Agen. Et ils ont découvert près d'un poteau, quoi, pas loin de la cathédrale, à côté, un autre, ils ont trouvé quelque chose que moi j'ai dit, la crypte qui est là, c'est la plus ancienne, celle qui se trouve dans le transept sud, elle est la plus ancienne et elle date de l'an 400, l'an 500, tu vois, l'an 700, tu vois, très primitif. Et eux, ils ont découvert un sarcophage qui date de l'an 400, 500, très ancien, en bon état, tu vois là. Et donc après, j'ai rencontré quand même l'architecte des bâtiments de France, qui était présent quand je suis venu, qui a montré où se trouvent les cryptes dans la cathédrale. Il n'était pas au courant, il ne les connaît pas. Il a été scotché, il est ouvert d'esprit, il a vu un autre collègue à lui qui travaille au bâtiment de France dans le Lot-et-Garonne, était présent aussi, il a utilisé les baguettes, et quand il est arrivé au-dessus de la crypte, les baguettes, s'écartaient aussi. Oui, c'est et moi, il prenait les baguettes en Y, et quand j'étais au-dessus de la cavité, lui aussi, elle piquait. Donc il y avait une cavité aussi là, inconnue. Et il a appuyé un dossier quand même, il a écrit à tout le monde là, à la commune d'Agen, il a écrit à tout le monde en disant il faudrait faire venir M. Fagioli, comme il y a des travaux là, s'il n'y a pas d'autres sarcophages à découvrir. Pour en profiter, comme il y a des travaux. Et pourquoi pas faire un sondage à la verticale pour voir un souterrain qui met sous la cathédrale. C'est ce qu'il faut. Hélas, il y a des gens plus haut, pas l'autorisation. Non. ont un peu bloqué. Bon, du côté de la mairie, c'est pas ça, c'est que ça a bloqué plus ou moins du côté de la mairie parce que eux voulaient que ça aille vite. Je comprends que le parvis ne soit pas bloqué à cause de ça. Déjà, un sarcophage, ça a bloqué déjà tout le. Un périmètre. Soi-disant, ils pouvaient continuer ailleurs, donc c'était un peu ambigu. Donc ça a bloqué un peu là-dessus, la mairie. Et la DRAC, on dit, on va pas inviter M. Fagioli, il y avait juste à payer le trajet pour venir, et je vais confirmer les zones précises où il aurait fallu faire un petit sondage pour voir avec le tractopelle creuser si on ne découvrait pas d'autres. Il y en avait d'autres aussi, mais qui étaient un peu plus profonds, d'après moi. Oui, probablement, parce que bien souvent les cathédrales ont été construites sur d'anciennes églises qui elles-mêmes ont été construites sous des temples qui datent des Celtes, etc. Ça peut remonter à très loin en fait. Voilà, aurait été un peu plus profond, ils auraient peut-être été à 2 mètres, 2 mètres 50, et peut-être voire même 4 mètres. Oui, c'est pas étonnant, parce qu'on sait tous ces lieux sacrés, ils remontent à la préhistoire, mais souvent. Voilà, donc là, il n'y a pas eu de suite, c'est dommage. Hein. Par contre. Le problème, c'est que c'est des endroits touristiques et puis qu'ils veulent absolument que ça soit dégagé le plus vite possible pour qu'il y ait les accès. Mais c'est dommage parce qu'avec le confinement, c'était le moment justement. Oui, non, mais là. Le problème, c'est de trouver quelqu'un pour faire les travaux, c'est pas évident. Oui, voilà. Non, mais tu vois, ça c'est pas très vieux, ça, tu vois, ça date de l'année dernière. Oui. Et j'en garde de très bons souvenirs, hein, si vous savez, toutes les personnes que j'ai rencontrées. C'est bien parce que tu rencontres plein de gens grâce à ça, oui. On me demande de rechercher, allez, dites-moi voir où il y a le tout à l'égout là, dites-moi voir où il y a ça, où il y a le branchement des sandwichs chauds que j'ai mis, et je trouve tout. Oui, bah donc, et les gens sont scotchés. Ils sont scotchés parce que tu trouves tout, bah oui, c'est ton principe. Oui, mais d'après toi, alors, allez, honnêtement, c'est un don? Est-ce que tout le monde peut le faire la même chose ou que c'est un don? Non. Est-ce que tout le monde peut faire? C'est pas un don, c'est le signal du sourcier. C'est la réception qu'on peut avoir. Bon, que ça existe, on peut dire niveau 0 à 10. Ouais. Et 10, c'est déjà, c'est pas mal.
Oui. Et on peut dire qu'il y a 10 plus, c'est vraiment ceux qui travaillent comme l'abbé Mermet. L'abbé Mermet, lui, c'était un abbé. Ah, lui, c'est un abbé, on le croit, tout bien, Oui. il a fait plein de choses. Bon, voilà. Et tu vois, et moi, c'est pareil, bon, ça va de 0 à 10, et ceux qui travaillent sur plan pour définir quelque chose, et qui, sur le terrain, on confirme s'il y a une cavité des départs de souterrain, avec le doseur, c'est impeccable, les baguettes. Oui. Moi, je travaille avec 3 pour confirmer. Oui, tu 3 confirmes. systèmes, et je confirme. Et il y a une vidéo sur YouTube, sur le village ici en Lorraine, l'église de Gand, GO2, j'utilise les 3 systèmes pour les 2 cryptes. Il y a une crypte, elle est connue, mais l'autre, elle est inconnue. Il y en a 2. Il y en a 2 en fait. Il y a une rectangulaire et une circulaire, une petite carrée. Voilà. Donc, mais moi, on ne peut pas dire un don. C'est pas un don, c'est un signal du sourcier. C'est les capacités extrasensorielles à capter les choses. Oui, bah, c'est une forme de don parce que quand même, tu es récepteur quand même. Tu es très récepteur. Beaucoup de gens me posent la question, est-ce que c'est quelqu'un qui m'a transmis ce don? Non, j'ai su que j'avais ce don quand j'ai acheté en 95 cet appareil, le doseur, le pendule Mermet. J'ai dit, c'est incroyable. Et il y a un nombre, j'ai plein de sites que je garde pour moi. Oui, mais t'as pas découvert ça par hasard non plus. Ça remonte à ton enfance. T'avais déjà. Non. C'est 1995. 95. T'as voulu essayer, puis. J'avais 32 ans. 32 ans. Et avant, j'étais passionné détecteur poil à frire ici dans le nord-est. Ouais. Beaucoup de choses. Mais ça sonne tu fais tous les 10 mètres, ça sonne. Donc après, j'ai racheté en 95 aussi un détecteur de métaux, à l'époque, 10 000 francs, 1 000 euros, plus j'ai dépensé 2 500 francs, donc tu vois, pour le doseur, plus 30 euros, 200 francs pour le pendule Mermet. Et à force, après, j'ai acheté beaucoup de bouquins sur la radiesthésie. Oui, non, c'est et donc, j'ai travaillé tout ça. Moi, c'est l'expérience, quoi. C'est l'expérience. Voilà, j'ai travaillé sur des casemates qui ont été rebouchées ici des Allemands. Je sais où elles sont visuelles quand j'étais gosse. Je jouais dedans. Maintenant, on n'a plus, c'est du gazon. Oui, bien avec sûr. mon heure, je retrouve les emplacements des casemates, tout ça, des souterrains, des cavités, tu vois. Tout le temps. Là où habitait mon père dans le Pas-de-Calais, c'est pareil. Il me dit là, il y avait des tranchées pendant la guerre. Mais tout a été. Maintenant, c'est des champs, il n'y a plus rien. Mais là, ils découvrent encore il y a des balles parfois parce qu'ils s'entraînaient, les mecs. Ils découvrent des cartouches allemandes. Et t'imagines qu'il y avait quelqu'un qui me dit, à l'époque, au début, quand je commençais, il me dit, mais Albert, tu sais, mais si tu viens chez moi, est-ce que tu pourras me dire où c'est que j'ai les 3 lingots ou 4 lingots d'or, tu vois, dans un coffre, tu vois. Il me dit, mais ça sert à quoi de venir chez toi pour te montrer où il y a ton coffre? Bah oui. Bah oui. Donc, tu l'as pas perdu ton coffre, est-ce que tu l'as perdu? Voilà, alors j'ai dit, bon, moi je peux bien m'amuser à ça, et tu m'en donnes un alors après. Ah non, il a dit non. Ah non, faut pas. Il n'est pas fou à ce point-là. Les questions nulles, mais autrement, moi, à l'époque que j'ai acheté le doseur, je me suis familiarisé à la pratique de tout ce qui était chez moi, les tout à l'égout, les trucs comme ça que je trouvais, des descentes de chenaux, j'apprenais beaucoup et des câbles électriques, tout ça. Et un jour, bon, c'est une anecdote que j'adore raconter, parce que quand je la raconte une fois tous les 5 ans ou 2 ans à mon frère qui était là et ma belle-sœur, ils ont été scotchés. Il a une petite maison plein pied avec un sous-sol. Et un jour, il me dit, écoute, il avait des boîtes, à l'époque c'était 10 francs, et il mettait des monnaies de 10 francs dans une boîte, il dit, je vais la cacher dans l'appartement, dans la maison, 120 mètres carrés, dans le sous-sol, dans le cadre, on va la cacher là, et on va voir si tu la trouves. Bon, je sors dehors, il va la cacher, je rentre, alors il vient me chercher, je rentre à la porte, je prends mon doseur, je commence la cuisine, je commence le salon, salle à manger, tout, rien, je vais à la pièce là-haut, chambre à lui, rien, j'arrive, là, le bureau, tac, ça pointe là, le bureau. Donc je continue après l'autre chambre, la salle de bain, tout ça, tout, rien. Je reviens dans le bureau, je rentre dans le bureau avec mon doseur. Le doseur, tout de suite, il pointe comme ça, comme il est sur le avis, il pointe là à gauche. Je lui dis, c'est là, t'as caché. Il y a un petit bureau, c'est des buffets. Bureau, bas. Il me dit, ouais, il ouvre la porte,
il sort la boîte en fer avec les pièces. Avec les pièces, bah ouais. Ah, il dit, ressort maintenant, ressort. On va vérifier. On va cacher autre chose, on va cacher mes clés. J'avais une clé avec une chaîne et un anti-démarrage au bout, tu vois, pour la voiture. Donc, c'est mes clés personnelles. Il dit, je vais cacher ça. Je sors dehors, je rentre, je fais toutes les pièces, rien. Putain, il dit, si t'as rien, qu'est-ce qu'on fait? On va faire voir en bas. On descend les escaliers, j'arrive dans le truc, dans l'endroit où il y a le billard, tout, tu vois, et là j'ai rien, je vais dans le garage, rien du tout, je rentre dans la pièce à côté où c'est la buanderie, repassage, machine à laver, tout ça. Je dis c'est ici. Par contre, je n'ai pas réussi à trouver où. L'endroit précis, ouais. L'endroit précis. Bon, j'ai dit, donne-moi je ne sais pas. Pour moi, c'est ici. C'est ce qu'il me répond. Oui, c'est ici. Regarde où je l'ai mis, ta clé. Il ouvre la machine à laver. La machine à laver. L'eau, mes clés étaient dedans. Étaient dedans, bah oui. Voilà. Et je n'ai pas trouvé. Mais tu sais ce qu'on m'a dit après? Du métal. Le métal, c'est entouré par du métal. Le tambour de la machine à laver a fait une cage de Faraday. Bah oui, bah tout à fait. Je n'ai pas trouvé l'emplacement. Oui, tu pouvais pas, bah oui, tu pouvais pas, il y avait un blocage. Et ça date, imagine, 95, l'achat du doseur, ça devait être 96 ou 98. Donc 3 ans après que je m'étais expertisé familiarisé avec ça. Et d'autres anecdotes comme ça, plein. T'en as plein, ouais. Et pourtant, une clé, c'est pas un trésor, c'est pas une matière. Non, mais après, il m'a dit, mon frère, tu as trouvé l'emplacement de la clé. Tu sais pourquoi? Il dit, parce que c'est ton champ magnétique, c'était ta clé personnelle. C'est pour ça que tu es arrivé. Et l'autre, les pièces dans une boîte en fer, tu sais, le gâteau, il y avait des pièces de 10 francs, je l'ai trouvé précis. Tout de suite, précisément, Et là, quand tu répètes, là, ça date 98, imagine, ça fait 2020, ça fait 22 ans en arrière. Des fois, je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps, quand j'étais chez lui, je lui ai dit, hey, tu te rappelles là? Et sa femme, elle lui a encore dit, ah ouais, il a bien tout, tu vois. Des anecdotes, tu vois. Non, mais bon, faut quand même un petit don pour pouvoir assez vite quand même, parce que 95, tu t'es tout de suite mis pratiquement, puis tu as trouvé des choses. Donc. Oui, et des choses, bon, il y a des choses que j'ai trouvées, je ne peux pas en parler, tu étais d'accord avec moi, mais c'est pas des gros. Non. J'aurais peut-être été déjà très très loin. Oui, bien sûr, mais bon, c'est pas ça qui enrichit. C'est pas avec ça, que tu fais fortune non plus. Voilà, ça compense des choses, ça compense le déplacement, ça compense. Voilà, ça rembourse, disons que ça rembourse des choses plutôt, des frais, etc. Je veux dire, j'ai été plein d'endroits, tu vois. Des anecdotes, peut dire j'en ai fait. C'est ça qui est bien, bon. Puis en plus, tu emmènes ta femme et tes enfants souvent sur tes voyages, tes déplacements, et c'est agréable, voilà, c'est agréable pour tout le monde. Oui, mais les enfants, mon enfant et ma femme sont à part, ils profitent ils profitent de leurs vacances, ils profitent des vacances. Et toi, tu vas bosser, toi. Oui, mais c'est plus trop des vacances. Bon, après, ah bah non, tu vas bosser, parce que oui, mais tu sais, c'est une passion, c'est du boulot. Oui, mais le gamin, à la fin, maintenant il a 16 ans, c'est plus un gamin. Oui. Maintenant, tu parles de château. Oui, j'en connais beaucoup, ouais, ça va comme ça. Voilà, oui, moi, si tu me fais visiter des châteaux, putain, je dis non, surtout pas, faut pas oublier la mer, visiter un château, parce que là, tu vas dire, il va sortir son doseur. Non, laisse tomber, il va recommencer à bosser. Voilà, tu vois, j'ai quand même des beaux souvenirs quand même. Et des bonnes rencontres, des rencontres. Du duc d'Enghien, oui. J'en ai rencontré du monde qui sont décédés, qui m'ont appuyé, et quand même, il y a eu quand même, je peux t'expliquer, une personne qui a été, entre guillemets, on va dire, un grand frère, un grand maître. Il y avait un écart de peut-être de 36 ans entre nous, et c'est lui qui faisait de la radiesthésie reconnue en Lorraine, que j'ai rencontré peut-être 3-4 ans après moi, et qui m'a expliqué d'autres choses, que la méthode que je travaillais, que j'utilisais était la bonne, et il m'a expliqué beaucoup de choses. Et c'est lui, imagine-toi voir, qui m'a dit un jour, Monsieur Fagioli, vous êtes à 95% juste pour le duc
d'Anguin, l'endroit, c'est le bon. Imagine-toi, mets-toi à ma place. Ah bah oui, il était reconnu. Et je peux dire que le gars-là, ensuite, après, il m'a dit, mais monsieur Fagioli, vous verrez, il y avait des baguettes en fer, comme ça, en Y. Fer, il travaillait avec ça parce que les baguettes en bois, elles ont tendance à casser. Oui, oui, bah oui. Il m'a dit, dans 1 semaine, 2 semaines, tu auras une confirmation pour tes recherches sur le duc d'Anguin. Ah ouais. Devine-toi, 2 semaines après, Ouais, 14 jours après, ouais, je réussis à faire sortir des documents qui dormaient dans les boîtes à bijoux depuis des années concernant l'histoire de Marty, qu'il a découverte le date de 1925. Ah oui, quand même. Et après les documents, le plan que j'ai vu correspond au plan du château que moi j'ai. Que tu avais réussi à relever, oui. Mets-toi à ma place. Ah bah oui, ça y est, c'était la victoire. Pour moi, c'est la victoire. Comme pour l'histoire de qui les marques, là. Pour toi, c'est... Ouais, oui, ça... Et, bah, on a du mal parce que quand on n'est pas dans ce milieu, dans ce truc, on a du mal à imaginer que bon. Et voilà, donc après, travailler sur plan et puis dire après confirmer ce plan. Là, je peux dire que j'ai travaillé aussi pour l'instant pour des chercheurs à l'étranger qui projettent d'aller rechercher des épaves pour les Bahamas, ces trucs-là. D'accord, oui, bon, j'en connais quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui sont connus, on a entendu parler déjà. Ouais. Maintenant, c'est un milieu un peu pirate aussi, eux-mêmes. C'est compliqué. C'est un peu complexe avec ces gens-là. Bon, le milieu des chercheurs de trésors, c'est vrai qu'ils ne sont pas non plus très aimés par les archéologues, bien sûr, et par beaucoup de gens. Ils ne sont pas très aimés, en fait. Pour eux, c'est un peu les ennemis, quoi. Bon. Oui. Faut être honnête, il faut bien le dire. Oui, mais normalement, oui, peut-être pas aimer. C'est pas la même passion. Pour eux, c'est une passion, c'est vrai. La recherche. Tu recherches les trucs, les vieux trucs. Mais l'objectif n'est pas le même, quoi. Bon, c'est pour ça que... Maintenant, bon, je te souhaite toutes les confirmations de tes découvertes et d'autres découvertes encore. Parce que tu es encore jeune, et puis bon... j'ai encore pas mal de trucs, là. Bon, t'as des projets. Bon, mon chef, on peut parler brièvement, parce que je sais que tu n'as pas trop le droit d'en parler, l'Italie. Non, j'ai pas le droit. l'Italie. Non, je peux pas donner le truc, on donne pas. Non. On sait qu'il y a officiellement, on sait qu'il y a un projet. Voilà, il y a un beau projet qui se prépare en Italie. Carré, bien carré. Voilà. Et j'en connais un autre aussi, qui est aussi carré. Voilà, donc c'est par des gens qui sont vraiment des spécialistes, qui ont déjà de l'expérience. Voilà. Bon. Il y a quand même 2 beaux projets qui sont que des gens mettent en place. En Italie. Les parents, tu vois. Oui, bon, ça a été retardé à cause du confinement, à cause des problèmes. Et c'est un peu compliqué pour avoir bien des autorisations. Voilà. Il y a beaucoup de choses, voilà. Donc, mais bon, là, c'est pour dire que tu as d'autres projets, c'est pas fini, tu en as d'autres très riches, peut-être très intéressants, très passionnants, qui concernent l'histoire européenne, parce que là, c'est vraiment une histoire européenne. Et ce projet qui va peut-être démarrer bientôt, ce projet-là, ils vont faire comme les frères Magina à Okayan, donc ils vont utiliser toutes les technologies modernes, tout ce qui est technique, scientifique, qui ont déjà été utilisées, et il y a d'autres recherches dont je participerai aussi pour affiner certaines. Ok, on va arrêter d'en parler parce que bon, on peut pas trop en parler plus. Maintenant, on attend ton livre sur William Kidd. On attend avec impatience. Ça ne va pas dire mon 3e bébé, parce que j'ai quand même mon premier, en 2004, mon fils. Donc, en 2008, il y a eu mon livre, un bébé, quand même, c'est mon travail historique. Là, je peux pas. C'est ma carte de visite. Honnêtement,
mon livre sur le duc d'Enghien, c'est quand même ma carte de visite. Penche-le un petit peu, vas-y, montre-le, et penche-le un petit peu qu'on voit mieux. Là, je suis fier de ça. Oui, bah oui, c'est ton plus beau, plus beau bébé actuel, et qui demande qu'avoir un petit frère, en fait. Il aura un petit frère, je pense qu'il va dépasser, honnêtement, qui va dépasser les frontières. Oui, parce que là, c'est international. Voilà. Là, William Kidd, c'est international. Bon, ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de chercheurs. Genre, j'ai moi-même été contacté, je te l'avais dit d'ailleurs, par des chercheurs aussi bien asiatiques qu'américains. Mais bon. Maintenant, je pense qu'ils sont probablement moins avancés que toi à ce niveau-là, effectivement. Oui, non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y en a un aussi, pour te dire une petite parenthèse, grâce à moi, il y a quelqu'un qui a trouvé quelque chose. Oui, tout à fait. Bon, il y a eu d'autres découvertes. Non, qui n'est pas publié, mais pour l'instant, tu vois, c'est malheureux, j'ai aucun retour. C'est un beau trésor, mais c'est pas énorme. Mais il y a quand même quelque chose. Tu vois, et 2 ans, 3 ans après, j'en attends toujours un petit retour quelque part. Mais bon, qui viendra peut-être, Mais c'est pas ça, c'est que voilà, le retour ne se vient pas. Tu vois comment c'est. Comme l'histoire, on dit, dans les affaires, il n'y a pas de copains qui tiennent. Ça, c'était le meilleur ami. Un meilleur ami d'enfance. Ah oui, c'est dommage, oui. Voilà, je fais une petite parenthèse. C'est malheureux quand même. C'est dommage, mais malheureusement, c'est ce que j'ai constaté aussi au cours de ma vie, c'est que voilà, l'intérêt financier ou l'intérêt, parfois c'est même de l'égoïsme ou un petit peu de l'ego. Il y a des gens comme ça. C'est que après, c'est moi d'abord. Bon. Voilà. Et après, on ose me rappeler et me dire si je voudrais pas travailler sur tel endroit. Ailleurs. Oui. Ah bah oui, mais bon, c'est bien gentil, mais oui, il faut pas pousser, quoi. Faut pas pousser. Bon, voilà, je peux pas. Alors, tu verras avec le temps. Oui, bon, ça ne regarde pas trop non plus. Hein. Non. C'est le genre de choses qui arrivent malheureusement. Ouais. Et il y a peut-être encore quelqu'un, je ne peux pas dire quel truc, dommage, c'est pas un ami à moi, qui a peut-être déjà déterré quelque chose du Captain Kidd. Parenthèse. Une parenthèse, il y a peut-être oui. Depuis le temps, n'importe comment, depuis le temps, depuis 300 ans, il y a peut-être eu des choses qui ont été découvertes. Non, mais d'accord, découvertes, mais depuis 2014. Oui, depuis que tu en parles un petit peu, quoi, depuis que tu as commencé à en parler, c'est ça le problème, c'est que bon, si tu en parles un petit peu, malheureusement, il y en a qui tendent l'oreille, comme on dit, hein, ça tombe pas dans des oreilles de sourds parfois. Donc, bon. Et il y en a qui font, tu sais, comme il y a un chasseur de trésors, je ne sais plus, allemand, là, tu te rappelles pas? Il y avait eu un beau documentaire qui a été fait avec, tu sais, le récif de Bass India, là, tu sais, là, qui est au-dessus, qui est dans l'océan Indien, qui avait été à l'époque dans les années 70 et qui a récupéré le trésor qui était éparpillé. Tu sais, là, il a pris l'initiative avec sa femme. Et 2 enfants, je crois, ou 3 enfants, en galion, et il a été récupéré. Il avait ça à nous sur le récif, là, 10 km, tu vois, et c'était dans les années 70. Il a dit, je prends le truc, il y a une histoire, et il est parti là-haut. Il est parti voir. Et il a ramené la vidéo, il y a une belle vidéo qui a été faite. Par contre, l'archéologie, tu sais, Michel Hour, lui connaît, elle n'était pas très content. Voilà. Il a fait les vidéos, il a tout fait. Bon, après, il y a eu. Il a trouvé des canons, il a trouvé beaucoup de choses. Il y a eu d'autres choses. Il y a eu des récupérations des deux côtés, on va dire, de tous les côtés. Bon. Parfois, tu as des sites qui sont tellement riches que ça contente tout le monde, quoi, plus ou moins. Hein. Bon, faut être honnête aussi. Même en archéologie, c'est pareil. Parfois, si tu crois que quand tu as un Wakeros qui découvre un site, le site, les dossiers, il est partagé. Ils savent très bien que les Wakeros, ils vont en vendre une grosse partie. Mais c'est déjà pas mal, parce qu'ils en ont aussi une grosse partie derrière. Donc, faut pas rêver. Hein,
Voilà, chef. Bon, bah, je suis content d'avoir eu cet entretien avec toi. Ça faisait longtemps qu'on devait le faire, Ouais, qu'on devait parler de toi. J'espère que tu seras peut-être invité par d'autres médias au fur et à mesure de tes découvertes et de tes recherches. Et bah, ton livre, j'espère qu'il va sortir pour la fin de l'année, hein, non, je pense, oui, je pense, oui. la bonne époque. Maintenant, c'est Noël, c'est un peu avant Noël. C'est souvent voilà, c'est la bonne période. Ou alors la rentrée de septembre, peut-être. Et bon, j'ai n'importe comment, hâte, maintenant que pour les livres, t'as deux rentrées, hein, t'as septembre ou Noël maintenant. Donc, je sais, mais bon, ah, moi j'ai hâte qu'il sorte quand même. bah, bien sûr, bah oui, c'est normal. J'aurais un écrit comme mon livre sur le duc d'Enghien, c'est un travail. Bon là, c'est quand même incroyable l'histoire. Bon, toi, tu connais un peu l'histoire. Oui, bah, c'est quand même une histoire complexe. C'est quand même complexe. Mais bon, le résultat, c'est quand même incroyable. Quand même. Ah oui, bah oui. Comment j'y suis arrivé à cette île-là? Oui, bah pourquoi personne d'autre ne l'a pas fait avant moi? Ah bah ça déjà, entre les cartes, la forme des îles, en plus t'as des îles, ça te ressemble quand même pas mal, c'est pas évident de deviner entre... L'île de droite, tu vois bien, l'île de droite, qui s'appelle, tu connais, oui. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau. Oui, c'est vrai, c'est le plan, c'est vrai. Mais bon, fallait le voir, quoi. Bon, c'est toujours pareil, puis il faut regarder au bon endroit. À bon endroit, rappelle-toi que les gens ont dit, bah oui, mais c'est du pays de Madagascar, il était par là. Donc ils ont cherché de ce coin-là, ils ont cherché Madagascar, ils ont cherché l'Afrique. Oui, à l'époque, c'est Barry Clifford qui a trouvé, là, tu te rappelles, Barry Clifford. Il avait trouvé un lingot qui provenait des épaves. Mais tu sais quoi? C'était un 8 mai, le 8 mai. J'ai été interviewé par un journaliste d'M6 qui est venu chez moi, un 8 mai, pour M6, pour me parler de l'histoire de qui? Est-ce que mon avis sur le trésor de Barry Clifford? Est-ce qu'ils l'ont trouvé là? Non, à l'époque, le 50 kilos, la barre de trucs, je lui ai dit, c'est pas l'épave de qui? C'était pas ça, n'importe comment. C'était du plomb, je crois. C'était du plomb, d'ailleurs. Voilà, l'argent, disait, c'est un mélange, là. Et j'ai dit, devant le journaliste, là, il est resté quand même 1 heure et quart, il a fait des trucs, des plans, tout ça. Bon, ça, c'est pas paru, parce que je sais pas pourquoi. Et moi, je disais que Barry Clifford n'a pas trouvé l'épave. C'est parce que tu disais que c'était pas un Elle est dans le golfe de Thaïlande, l'épave. Je sais dans la zone où elle est. Et ce n'est pas le trésor de qui? Premièrement, aussi, c'est pas un des trésors ni l'épave. Et ça a été confirmé 3 mois après par l'UNESCO. Oui, c'était prouvé, oui. Ça a été prouvé que c'était derrière. Voilà. Oui, je me souviens de l'histoire. 3 mois avant. Oui, bah oui. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas parlé, parce que c'était pas un scoop. Il dit, bah non, il dit non, que c'est pas ça. C'est pas intéressant pour les journalistes. Quand tu dis, t'en dis oui, là, ça s'est passé. 1 heure et quart chez moi, le 8 mai. Ah oui, effectivement. J'ai même pas eu droit à un truc par rapport à la découverte du bar, de dire, moi, j'ai des codes localisés. Tu vois, voilà. Ah bah non, parce qu'ils vont pas le dire, bon, il y a pas de preuves, il y a rien. Oui, moi, je ne m'appelle pas Barry Clifford non plus. Donc, voilà. S'il m'appelait Barry Clifford, j'ai dit, là, tous les médias m'invitent. Oui, mais c'est parce que lui, effectivement, il avait déjà une renommée, il avait déjà découvert des trucs, plus de moyens aussi, puis la presse avec lui. Oui. Mais maintenant, je me souviens très bien de cette histoire. Effectivement, l'alliage était, c'est beaucoup, c'est surtout du plomb, quoi. C'est du 80% de plomb. C'est pas un trésor, c'est pas un trésor du tout, même pratiquement, on peut dire. Il n'y a pas de valeur. Mais quand tu verras, dans mon livre, les photos des marques du Captain Kidd, quand même. Et quand tu vois la vidéo, le relief, tous les photos. Oui, mais c'est toujours pareil. Tu te dis, mais comment j'ai fait? Moi, je vais me poser la question, comment ça se fait pour les trouver comme ça sur ma carte à distance de France Bah, le problème, c'est qu'ils vont me dire, c'est pas non plus un trésor pour l'instant. On l'a pas trouvé, le trésor, il n'y a rien. On a trouvé des marques, bon, il a peut-être été là, mais bon. Et décrypter les cartes et trouver la bonne, c'est déjà énorme. C'est clair. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Et que tout s'enchaîne, et pareil que tout s'enchaîne derrière. Il faudra bien décrypter toutes les cartes, parce qu'il a mis des cartes, des leurs. Oui, des défauts, bien sûr, des erreurs, des codes, c'est collé. Il y a mis des erreurs, les latitudes, longitudes, c'est un peu du. Et par contre, il y a peut-être d'autres cartes encore que tu n'as pas. Il y en a d'autres. Donc il y a peut-être encore d'autres découvertes à faire. Il y a d'autres découvertes que d'autres. T'imagines? Aïe. Il y a de quoi faire, mais bon, il faut que le livre sorte.
Oui, déjà. Bon. Après, tu pourras peut-être faire une suite après. Je publie après ces marques, voilà. Tu pourras faire une suite après. Ouais, il y a peut-être un voyage qui peut-être. Oui, bah ça serait souhaitable de faire un voyage, mais un voyage sur quoi? Sur des marques. Tu vois ce que je veux dire? Oui, faire le déplacement et pas faire le déplacement pour regarder des marques sur un bout de rocher, c'est pas non plus très passionnant, quoi. C'est pas. Ouais. Tu sais, bon, tu confirmes parce que tu les vois, mais tu les as déjà vu en photo ou en vidéo. Tu sais que ça existe. Mais il n'y a pas que cela, il y a d'autres marques, c'est les principales. Oui, et il y a d'autres marques. Ce qui est fabuleux, c'est que d'autres marques, d'autres endroits, il faudra que tu fasses tant de pas dans une direction, tant de pas vers l'autre. Et tu es au-dessus du trésor. D'accord, oui, j'imagine très bien. Quand tu es sur la bonne île, comme tu es sur le bon site, le bon château, tout découle dessous. Tout découle, oui, bah oui. Et il faut les moyens. Et après, les autorisations. Le gros problème, c'est les autorisations. Autorisation, je suis pas archéologue, il faut monter un dossier, et puis après, s'il y a une découverte, tout le monde va être spolié. Les propriétaires, moi. Donc c'est un peu compliqué. Donc j'aurais peut-être dû faire incognito il y a 20 ans. Tu vois, incognito il y a 20 ans. Maintenant, certains te diraient ça, bien sûr. Puis voilà, c'est comme ça que ces choses sont découvertes et disparaissent, malheureusement. Mais dans ce cas-là, personne n'en entend pas parler. Personne n'en entend jamais parler, en fait. C'est ça le problème. Ouais, bon, c'est ça qui est dommage aussi. Et il y en a plein qui trouvent bien les trésors, qui voient bien, il y en a d'autres qui sont creusés dans la cave. Oui, des rouleaux, plein de pièces d'or. Ah bah oui, bien sûr qu'il y en a qui bah, c'est évident, chez eux, parfois il y en a qui font des découvertes de fous, quoi. Et puis, mais t'en entends jamais parler, quoi. Donc, c'est un peu dommage aussi, quoi. Parce que, ils auraient pu les déclarer, c'est chez eux. Oui, mais bon, c'est toujours pareil, quand tu parles d'archéologie ou de trucs historiques, tu peux te poser la question, même si c'est chez moi, s'il y a un intérêt supérieur, ça peut être réquisitionné. Oui, mais pour dire, après, tu peux les monnayer, voilà. Ah bah tu sais, si c'est réquisitionné, c'est réquisitionné. Ah. C'est ça le problème. C'est que l'État français, il peut réquisitionner. Parce que là, ils disent... Ils peuvent rendre, après, ils ont 5 ans pour oui, pour décider. Des pièces en or, il n'y a pas d'attrait, des pièces en or connues, il n'y a pas d'attrait. Non, si c'est pas rare, si c'est pas une rareté. Si c'est pas rare, c'est des pièces qui ont été émises à telle date. D'ailleurs, ils connaissent le nombre d'exemplaires. On sait très bien le nombre d'exemplaires qui a été... Pratiquement tout est daté d'ailleurs quand tu regardes un petit peu, même du temps des rois c'était déjà repéré. Donc ils savent très bien ce qui manque et ce qui manque par rapport à ce qu'on connaît. Bon, celles le savent. Maintenant, si c'est quelque chose de rare, si c'est un vieux casque en or, une couronne, bah, imagine le trésor du roi de France. Oui, mais le trésor de la banque, ça te dit quelque chose? Bah oui, le trésor de Louis XVI. Le trésor de Louis XVI qui a disparu. Ah bon. Mais tu sais que dans le testament du duc d'Enghien, il parle de 3 trésors, plus un bonus. Tu verras, un bonus. Il y a 3 trésors, dont le plus grand, c'est... Bah j'attends que tu m'envoies ton livre dédicacé. Et tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et il y a un endroit en France où il y a un des plus gros trésors du duc d'Enghien. Le sien personnel, il est en Lorraine, 400 kilos, et l'autre, c'est 3, 4 pleins chariots. Qu'est-ce que ça voulait dire 4 pleins chariots de l'époque? Oui. Dans une crypte. Et comme par hasard, ça concerne toujours les lieux de culte. Oui, parce qu'on sait très bien que l'Église, il y a des choses de cachées. Il y a beaucoup de choses de cachées. Donc, c'est quelque chose d'incroyable aussi. Et j'ai mis déjà pas mal d'indices dans mon livre. Maintenant, je connais à ma manière à moi. Et tu verras les codes qu'il y a dans mon prochain livre sur Keene. Tu t'essaieras de déchiffrer les codes que j'ai préparés. D'accord. Tu nous as fait un rébus. Tu as fait un rébus pour les lecteurs. Pour les lecteurs. Comme dans mon livre sur le duc d'Enghien, c'est codé à ma manière à moi, des codes à moi. Mais tu verras que là, il y a des codes utilisés. Il y a des codes qui vont être utilisés là. Bon, c'est tout simple, mais comme tu verras, bon, il faut une clé. Ouais. Quand tu auras la clé, oui, bon, voilà, donc c'est... Il faudra même mettre quelque chose dedans. C'est bien parce que en même temps, tu formes des futurs chercheurs de trésors. Ouais. Parce que je ferai un jour une belle conférence. Comment j'ai travaillé sur les cartes de Keene, tu verras. Comment j'ai décrypté, et tu te diras, mais on va faire des cours comme ça aux gens qui font pour travailler pour FBI, tout ce que tu veux, pour travailler, pour étudier. Comment il a fait pour déchiffrer ça? Et tu verras que toutes les cartes
comme tous les chemins mènent à Rome, toutes les cartes là, tu verras, même l'île souris de Mouse Iceland, cherche où elle est. Et tu verras qu'elle ressemble à une souris avec une petite queue. Le monde est petit. Ça fait partie. C'était pas un hasard, quoi. C'était pas un hasard. C'est pas le hasard. Tu verras qu'elle existe, celle-là. Ok, bah, c'est passionnant tout ça. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à... Oui. On en reparlera certainement. On va attendre la sortie de ton livre maintenant, et puis bah, on en reparlera, on aura peut-être un entretien. Et peut-être que le troisième, il est déjà dans la tête, il est déjà préparé. Ce sera les 20 plus belles histoires, dont Luc Danguin. Oui, les anecdotes. Les anecdotes, 7 petites pages chacun. Il y aura 20 histoires, les gens que j'ai rencontrés, et il y aura celle prochaine, celle qui passera peut-être aussi en Italie. Elle sera peut-être, si ça a démarré, si ça positif. Donc, elle pourra être incluse dedans. Et là, super. Ce sera le prochain. Dans la tête. Ah bah oui, c'est intéressant. Mais de toute façon, Yves, tu as toujours bien l'art de parler de l'histoire et de la résumer sur ton site. Tu as fait vite pour l'histoire du Captain Kidd, tu as bien résumé aussi. Et il y a une autre personne comme toi qui ne connaissait pas l'histoire et qui a résumé un peu comme toi, mais plus court, qui a résumé un peu sur un site aussi en Thaïlande. Ce qui est connu, moi je fais des recherches aussi, et puis bon, c'est vrai que le hasard, comme tu dis, le hasard parfois me fait découvrir aussi des choses et ça s'enchaîne. Bon, et puis moi, mon site, c'est une collection de données en fait. Je suis un collecteur de données, je collecte des données. Et voilà, c'est surtout ça, c'est une collection de données qui parfois ont un tout petit truc en commun, mais pour moi, c'est significatif. Ça rajoute, c'est un puzzle. Il y a toujours un puzzle. Celui qui va sur mon blog, il voit ça, il dit putain, qui c'est celui-là? Ça fait peur, il dit. Mais mon CV, il est là. Oui, bah oui. Ma carte, c'est mon livre, ça sera qui, tu verras. Oui, tout est là, oui, tout à fait. Et j'ai passé le début parce que ça fait depuis 95 que tu es dessus. Mais du point de vue. Oui, parce que c'est pas un début pour toi. Mais à mon avis, tu pourras avoir une plus grande consécration encore. Tu pourras encore une plus grande reconnaissance avec les kids, notamment internationales. Là, ça dépassera les frontières. Oui, bah logiquement, oui, c'est pas le Luc Danguin. Le Luc Danguin, bon, c'est français, c'est du 100% français. Bon, comme tu dis, qui c'est qui connaît le Luc Danguin? Ah oui, oui. C'est malheureux quand même. C'est un dommage pour lui quand même. Parce qu'il s'est quand même marié avec Charlotte de Rohan. Il a quand même eu un enfant. Oui, bah à l'époque. C'est pas un garçon. Ça a été une fille, mais tu vois, dans mon livre, c'est quand même. Et le nom de la fille, Marie-Joseph, tu verrais, c'est au nom de la grand-mère. Ah, ça fait partie de l'histoire de France aussi, c'est sûr. Mais bon, ça dépasse pas les frontières, ou très peu, quoi. Un peu les francophones, mais pas plus, quoi. Voilà. Bah, ok, Albert, je te remercie pour cet entretien. Et de toute façon, on se contacte toujours comme ça. Oui, il n'y a pas de problème. Il y a des nouvelles. Bon, bah oui, il n'y a pas de problème. On sait on t'a fait un peu travailler sur les Açores, j'en profite pour en parler un petit peu. Bon, tu as un petit peu regardé sur les Açores certaines choses. Je ne vais pas en parler non plus, toi c'est pareil. Vu que notre documentaire n'est pas encore sorti, mais bon, tu as travaillé. Voilà. Je t'ai demandé de regarder. Voilà. Si avec ton intuition, avec ton travail. Voilà. À travailler dessus. Voilà, apparemment, pour toi, il y a des endroits intéressants qui seront à visiter, que tu nous as donnés. J'espère que tu pourras nous venir aussi, d'ailleurs, c'est l'occasion d'un beau voyage. Il faut des congés, mais on va t'en donner des congés. On va appeler ton patron, il va te donner des congés. Je vois très bien. Ok, bon, on en reparle n'importe comment. En cette période, n'importe quand pour l'instant, on peut pas trop. Voilà, on est un peu coincés tous avec le confinement, les 100 km, etc. On peut en parler parce que c'est historique. Là, on parle de confinement, on parle de 100 km. Bah, c'est l'histoire de France aussi un petit peu en ce moment. Quand on en reparlera dans 10 ans, peut-être qu'on en rigolera ou pas, j'en sais rien. On verra bien. Ok. Merci Albert. Et à bientôt. Au revoir.